Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Nos contemporains leur inspirent en permanence des bons mots, des sketchs, des statuts Facebook ou encore des billets d'humeur. MOE a décidé pour son avant-dernier numéro avec ses invités de dézinguer, disons le mot est lancé en mode autodérision, les 1001 clichés sur les Arabes, le Bled, le Maghreb ou encore les banlieues françaises. Et si au final, notre propre identité, notre propre patrie, c'était les mots, la littérature. 4 invités avec nous aujourd'hui dans MOE sur TV5 Monde. Karim Misquet, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes documentariste. On a notamment vu votre série chez nos confrères d'Arte, Juifs et Arabes, si loin, si proches. Ensuite, il y a eu ce roman à succès, Arabe Jazz, succès planétaire. Vous êtes de retour avec le livre intitulé N'appartenir, édition Viviane Ami. Avec nous également Mayada et Maïssa Gargouri, deux inséparables, deux sœurs. Bienvenue à toutes les deux. Vous êtes l'auteur de la bande dessinée en ligne Desperate Blédards. On va voir tout à l'heure que vous racontez les pérégrinations de 4 filles, mais aussi d'une maman. Ça se passe donc en région parisienne, et pas seulement. Avec nous également Samia Orozman, que l'on a déjà vu dans Maghreb Orient Express. Vous êtes humoriste. Vous êtes à l'affiche du Point Virgule à Paris, ce mardi 23 juin à 19h pour votre one-man show Femmes de couleur. Vous étiez cette semaine en Suisse, chez nos confrères Suisse Romand, c'est ça, que vous affectionnez particulièrement. Et puis, il y a ce festival que vous avez lancé à Djerba en Tunisie. Ça s'appelle le Festival du Rire. C'est la 2e édition. Ce sera les 19 et 20 août. Karim Misquet, N'appartenir. On va justement s'arrêter d'abord sur ce titre, puisqu'avant même de commencer à lire votre livre, on est interpellé par ce titre qui donne le ton au fond, celui d'une colère à la fois salvatrice et pleine d'humour. Pourquoi donc n'appartenir ? Alors c'est toujours difficile de répondre à une question commencer. Comme ça et de commencer, mais disons que le livre évidemment parle de questions d'appartenance, d'identité, de la difficulté qu'il y a à appartenir à des identités fermées, je dirais. Et voilà, et donc n'appartenir, c'est peut-être plus qu'un refus ou qu'une opposition, une sorte de retrait, de dire bon, oui, appartenir, pourquoi pas, mais en tout cas jusqu'à un certain point et pas au-delà. Alors un père mauritanien, une maman blanche, vous êtes sans cesse ballotté entre toutes ces identités. Vous avez au fond fait le choix d'en accepter aucune, à savoir religieuse, ethnique, culturelle, politique, ni noir, ni blanc, ni musulman, ni chrétien. Racontez-nous comment vous avez trouvé le salut dans ce monde où on vous renvoie finalement tout le temps à une de ces identités. Alors le salut, je ne sais pas si je l'ai trouvé. C'est une c'est question. Long. C'est un peu... Oui, puis je pense non, le salut, oui, c'est un peu la mort aussi peut-être. Je crois que la vie, de toute façon, c'est le conflit et c'est le mouvement. Ouais. Donc voilà, je suis pas dans une approche bouddhiste. Disons que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être une forme de retrait. C'est-à-dire, c'est vrai que depuis que je suis enfant, on m'a toujours demandé à quoi j'appartenais. Voilà, est-ce que j'étais plutôt français, mauritanien, ou des questions politiques, puisque dans ma jeunesse notamment, ça passait beaucoup par l'engagement politique de ma mère. Moi, mes parents étaient séparés, j'ai grandi avec ma mère française, qui était marxiste-léniniste, donc dans une époque qui aujourd'hui ne doit pas beaucoup parler aux gens, enfin c'était les années 70, et les identités politiques, les engagements politiques de ce genre étaient très très structurants, on va dire. Mais bon, moi je préférais la musique punk, je préférais les Sex Pistols, voilà, le rock d'abord, les Rolling Stones, les Clash et tout ça, puis après le punk, et puis après d'autres types de musique aussi, musique africaine et d'autres choses. Mais en tout cas, je préférais la sensibilité, on va dire, ce qui était plutôt du domaine justement musical ou littéraire, artistique, à des idéologies ou à des discours, en fait. Parce que ce que les adultes produisaient, c'était beaucoup de discours, et des discours qui enfermaient et qui réduisaient la complexité de l'être humain. On brandissait ça un peu comme des étendards. En quoi la littérature va au fond devenir votre identité, votre patrie ? Vous avez souvent coutume de le dire d'ailleurs, ma patrie, mon identité, c'est la littérature. Parce que justement, déjà, on n'a jamais tué personne au nom de la littérature, alors qu'au nom des religions ou des idéologies, c'est tous les jours. Et que, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que pour moi, l'être humain, il est infiniment complexe, il est très contradictoire, on a tous nos propres contradictions, on n'est pas forcément en accord avec nous-mêmes déjà, donc être en accord avec, disons, des identités, des appartenances, des idées toutes faites, d'une certaine manière, il y a forcément, c'est comme le lit de Procuste, quoi, c'est-à-dire qu'on coupe tout ce qui dépasse, et finalement c'est un peu la mort de l'humain là-dedans. Alors que dans la littérature, on est face à une profondeur,
à plein de couches. Voilà, on n'est pas en train d'asséner une vérité toute faite. D'asséner une vérité toute faite. On est forcé de prendre en compte, oui, la complexité profonde de l'humanité. Et donc, on ne peut pas, je pense, partir dans des dérives trop dangereuses. Donc, je préfère ce pays-là. Alors, il y a peut-être un extrait que je vais lire, page 27 de votre livre. Bien sûr, j'ai essayé d'appartenir, tenté d'être ce que je ne pouvais. Arabe, j'aurais fait un excellent arabe si seulement j'avais pu croire en mon miroir musulman. Chrétien, j'ai tourné autour, mais la foi a rien à faire, ça ne s'invente pas. Blanc, le miroir me criait que non. Si fort que bien souvent je l'évitais, sage réflexe, qui sait ce qui peut apparaître dans un miroir. Samia Oresman, est-ce que le propos du livre de Karim Isquier vous parle? Est-ce que vous êtes vous aussi senti, avec votre patrimoine culturel, religieux, est-ce que vous êtes senti stigmatisé parfois? On va voir que vous avez choisi le rire pour désamorcer tout cela. Oui, notamment déjà par le visage que j'ai. On voit tout de suite que je ne suis pas franco-française. Et donc, forcément, ça se ressent. Dans mes études, au conservatoire, on référait toujours à mes origines. Et donc, des fois, c'est fatigant quand on a l'impression d'être un peu les fesses entre deux chaises, comme on dit, et d'avoir sa place nulle part. Quand on va au pays, on sait qu'on n'est pas de là. Quand on vit ici, on sait qu'on n'est pas de là non plus. On est un peu tous dans le même cas, enfants d'immigrés, à se demander d'où on est finalement et qui on est vraiment. Et donc, plus on avance dans le temps, plus on chemine, plus on prend de l'âge et plus on arrive à se situer. Je pense que... Le bled, c'est Djerba. On a 3 Djerbiennes ce soir, enfin 3 Françaises d'origine djerbienne, île de Djerba en Tunisie. Toutes les deux, on vous voyait acquiescer à ce que disait Samia Oresman. Totalement. Depuis notre enfance, en fait, on a un problème d'identité, donc à se retrouver à la fois en France et en Tunisie. Donc on n'est pas totalement française en France et pas totalement tunisienne également dans notre pays d'origine. C'est incroyable parce qu'on ne sait pas comment ils savent. Tu rentres dans une boutique, on dit bonjour la France, ça va. Comment tu sais? Comment tu sais? J'ai même pas parlé, je suis habillée comme vous. Enfin, si vous êtes habillée comme ça. Non, comme ça. C'est ma tenue de travail, s'il te plaît. Mayada, même question peut-être. Ça, c'est des réflexions qu'on entend. On va voir tout à l'heure dans votre bande dessinée qu'il y a parfois ces réflexions qu'on peut s'entendre asséner. C'est exactement ce que disait Samia. Quand on va au bled, on ne sait pas quelle identité. L'immigré qui vient passer ses vacances. Exactement. On n'arrive pas vraiment à trouver notre place. Samia Oresman, on va regarder un extrait, c'est le Ramadan, cela n'a échappé à personne, on imagine. C'est une période bien entendu de jeûne, une période pieuse, de recueillement, c'est aussi une période de fête, et qui dit fête dit consommation. Les fidèles musulmans partout dans le monde consomment beaucoup plus, et c'est d'ailleurs très difficile pour les plus pauvres. Prenons le cas d'un pays occidental, en l'occurrence la France, Samia Oresman. Vous vous êtes dit qu'au fond, il y avait vraiment tout un business derrière, pour utiliser un anglicisme. On va regarder cet extrait diffusé sur YouTube, sur votre télé, sur Internet. Il fait tout pour le ramadan, mais il ne dit pas que c'est le ramadan. Ça veut dire notre argent, il est bien pour lui. Mais le reste, ça le dérange. Cette année, il a refait le catalogue le même que l'année dernière. Moi, je croyais qu'il avait compris la leçon. La viande halal, les pizzas halal, les gâteaux, les fruits secs, les légumes secs. Pourquoi quand c'est Noël, il marque Joyeux Noël sur le catalogue et quand c'est le ramadan, ça dérange et dit Joyeux Ramadan? Chez Blagno, il dit clairement, il dit directement Joyeux Ramadan. Monsieur Leclerc, il ne veut pas le dire. Bon, qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va aller expliquer à Monsieur Leclerc comment il faut faire. On ramasse les affaires et on part voir Monsieur Leclerc. Allez, dépêche. Oula, ok. Le chef du rayon. Je crois qu'on peut l'appeler le chef du rayon. Bonjour. Excusez-moi, c'est vous le responsable? Oui. D'accord, vous appelez comment? Eric. Voilà, je voulais juste poser une question parce que là, il a marqué les saveurs d'Orient et j'ai vu que ça s'arrête juste le jour du Ramadan. Pourquoi il ne dit pas franchement c'est Joyeux Ramadan sur le catalogue? Pourquoi il dit pas c'est Joyeux Ramadan sur le catalogue? Oui, parce que quand c'est Noël, quand il fait la promotion, il dit Joyeux Noël. Je pense que c'est parce qu'ils veulent toucher une clientèle plus grande. Directement, lui, il est... Pour moi... Oui, non. Moi, je comprends, madame. Quand j'ai reçu le catalogue dans ma maison, bon là, j'étais pas contente. J'ai dit, regarde, ça veut dire notre argent, il est bien. Mais nous, on n'est pas bien. Non, mais c'est ça. C'est ça ou là, c'est pas ça? Oula, la France, il est comme ça. On a du pouvoir d'achat. Vous avez dit tout à l'heure, c'est une question d'argent. Bien sûr, c'est qui mange le plus? Regarde-moi. C'est qui mange le plus, madame? C'est qui, franchement? C'est qui consomme? Bon, Samia Oresman, qu'est-ce qui vous a pris? C'est qui mange le plus? Ce sont donc les fidèles musulmans, en tout cas en période de Ramadan. Mais derrière le propos humoristique, il y a quand même vraiment une pique quand même assez acerbe. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'on s'intéresse à la communauté musulmane à des fins pécuniaires, mais qu'on n'ose pas l'afficher clairement. Il n'y a aucun souci à s'intéresser au portefeuille des musulmans, qui d'ailleurs déconnent en allant acheter des tonnes de nourriture, alors qu'en réalité, ils sont censés s'abstenir. C'est pas pour le soir manger comme des goinfres. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'on cherche à s'intéresser à eux, mais que sur le catalogue, on n'assume pas, et qu'on écrive saveur orientale.
mais pourquoi tu dis pas franchement que c'est pour le ramadan, puisque c'est ce que tu vises. Et puis le catalogue s'arrête la veille du ramadan. Donc c'est flagrant. Et en fait, le fait de nier ça et de ne pas assumer, c'est-à-dire de vouloir prendre notre argent, mais ne pas nous respecter en contrepartie, parce que c'est mettre les mots sur des choses, eh ben, moi, c'est ce qui m'a dérangé. Et donc c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Parce qu'après, t'as des gens qui sont intervenus en disant, mais c'est pas si important qu'on nous souhaite bon ramadan, on s'en fiche, on le fait pour nous. Mais non, c'est pas ça le propos. Est-ce que vous avez dit à un moment donné que cette enseigne, il faut aussi se dire la vérité, on sait que tout est propice à polémique désormais dans la société française. Si le patron de ce magasin dit on va le faire, vous savez très bien que ça va être une avalanche de réactions. D'autres clients qui vont pas être contents. Ils ont fini par le faire. Et cette année, ils m'ont même fait une dédicace, d'ailleurs je les remercie. Sur leur catalogue, ils ont mis un gros sac de semoule sur lequel il y a marqué Samia. Quand j'ai contacté la marque, la société Haut de Cœur, en leur demandant s'ils avaient payé plus cher pour avoir leurs produits en première page, ils ont affirmé que non. Donc c'était vraiment une dédicace. Alors merci Leclerc. Mayada et Maïssa Gargouri, donc dans Desperate Bladers, on aura compris bien entendu le clin d'œil à Desperate j'en perds mes mots. Housewives, bien entendu. Alors les idées fusent, les rires éclatent. Alors en 30 minutes et avec votre crayon, je crois le vôtre, c'est cela Mayada, vous nous donnez le sourire. Alors c'est l'histoire de 4 jeunes filles, d'une maman aussi très présente. Vous avez atteint sur les réseaux sociaux près de 250 000 mentions j'aime. Alors juste à toutes les deux, comment est née l'idée de cette bande dessinée d'abord? Rappelons que l'une travaille, l'autre travaille et est étudiante à la fois. Comment c'est né? Alors c'est né en 2009 à l'initiative de Mayada. En fait, c'était vraiment une petite blague tournée vers moi-même. Donc en fait, elle a voulu me caricaturer donc le temps d'une journée, mais c'était sous forme de vidéo. Donc elle a scanné plusieurs photos et elle a fait un petit scénario, des petits bruitages. Elle l'a mis sur le réseau social Facebook. Ça a plu à nos amis et du coup, ils ont voulu une suite et on s'est dit on va peut-être créer un petit dessin animé, mais avec nos propres moyens, avec Windows Makeup Players. Et on a créé donc du coup la parodie de Desperate Housewives avec une petite touche orientale. Ça a duré le temps d'une saison, donc de 2009 à 2013. Ensuite, on a juste en 2009-2011. 2009-2011. Donc après, on n'avait plus le temps par rapport à nos études et le travail. Il y a eu un break. Voilà. Donc nos fans nous réclamaient la suite et tout. Donc en 2013, on a repris sous forme de BD. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que vous traitez dans cette BD? Quels sont les sujets? Il y a notamment, je disais, le rapport de cette maman un peu autoritaire, le rapport avec les filles, mais pas seulement, aussi il y a les rapports entre copines, entre copains. Oui, on traite vraiment... Qu'est-ce que vous avez voulu faire, tout simplement? Décrire un peu les scènes de vie quotidienne dans un quartier populaire? Oui, aussi, et de traiter de sujets d'actualité. Des thèmes universels, en fait, auxquels peuvent se retrouver à la fois tous les Français, qu'ils soient issus de l'immigration ou non, mais également des thèmes vraiment propres à notre communauté. Donc à la fois les préjugés, les clichés qu'on peut subir en France, mais aussi par exemple les traditions culturelles qu'on dénonce un tout petit peu. On va peut-être voir, je ne sais pas si on l'a déjà vu, mais justement sur le ramadan, puisque c'est le mois du ramadan, il y a notamment, c'est assez drôle, voilà, donc il y a une copine qui ne reconnaît pas vraiment sa copine, mais on aborde des sujets, en gros c'est moi, mais elle n'est pas maquillée, c'est pas tout à fait la même chose. C'est peut-être plus dur pour certaines que pour d'autres, c'est pareil pour les hommes d'ailleurs. Peut-être une réflexion sur ça, Karim Misquet, quand vous voyez deux jeunes comme ça issus de la région parisienne qui vivent dans le 78, cette volonté comme ça de dire à un moment donné, je prends la plume, je prends le crayon pour raconter, ça aussi c'est puiser quelque part dans la littérature ou prendre cela comme support pour mieux vivre les choses, mieux les dénoncer? Oui, les dénoncer ou simplement leur produire du sens, en fait. De toute façon, je pense, je sais pas, moi, je vois, pour faire une comparaison, j'étais pas mal influencé par pas mal d'auteurs juifs new-yorkais comme Philippe Ross. Et il a commencé, c'était un peu plus hardcore, son premier roman qui s'appelait Portnoy et son complexe. C'est l'histoire d'un type dans une famille juive de New York, dans le New Jersey, et qui passait en fait une bonne partie de son temps à se masturber dans les toilettes. Bon. Mais ce qui était intéressant, c'est ce que ça a produit en fait sur la communauté. Et ensuite, Philippe Ross a fait la suite de son œuvre aussi. À partir de ça, il a créé un double qui s'appelle Zuckerman, un double littéraire de lui-même. Et à un moment, il y a une scène très drôle où il est dans une réunion et il y a le rabbin de la communauté qui lui dit que ce qu'il a fait, c'était pire que les nazis. Parce qu'en fait, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au contraire, le fait de parler, et y compris d'être critique, quel que soit le degré de critique qu'on a en fait sur sa propre communauté, entre guillemets, au contraire, ça produit une forme d'insertion dans la société plus large, parce que les autres se disent, bah oui, ils sont comme nous, ils ont les mêmes trucs, les mêmes défauts, les familles sont aussi délirantes, finalement, on est tous à peu près pareil. Alors que quand on veut montrer qu'un côté positif et bien lissé, bah, finalement, on peut rester dans le fantasme, au contraire. Samia Roseman, les tranches de vie que l'on voit dans la BD Desperate Bladers, on peut les retrouver dans vos sketchs ou
vice-versa, en fait. Quel regard portez-vous sur cette initiative artistique? Moi, je trouve ça super chouette. Je ne connaissais pas tout leur travail, mais je viens de regarder et je trouve ça vraiment sympa. Il faudra aller à Djerba, d'ailleurs, aussi, peut-être. Il n'y a pas encore de planche, c'est chez elles, elles sont obligées de venir. Voilà. Elles sont obligées. Un mot sur les réseaux sociaux, puisque pour l'instant, elle n'existe pas en papier. On verra tout à l'heure si c'est ce que vous envisagez. En tous les cas, pour l'instant, ça cartonne sur Internet. Ça peut être vraiment une rampe de lancement. Vous, Samia Rosman, on vous présente depuis plusieurs mois comme l'étoile montante de la scène humoristique française, ce qui ne va pas vous déplaire. Mais quel a été le poids pour vous des réseaux sociaux? Je sais que la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, c'était précisément le cas. Ça vous a aidé? Oui, et puis je suis très active. En fait, je suis tout le temps connectée. J'ai toujours le téléphone dans la main. Mon mari aime dire que c'est le prolongement de mon bras. Et donc, je pense que c'est un outil incroyable et non négligeable aujourd'hui pour tous les artistes. Avant, il y a certains paliers qu'on ne pouvait pas franchir quand il n'y avait pas ce média-là. Et aujourd'hui, on peut toucher beaucoup plus de monde. Il y a des gens qui m'écrivent d'Australie, du Canada, et qui me demandent quand est-ce que je viens, parce qu'ils me suivent à travers le net et qu'ils apprécient ce que je fais. Ouais. Donc, effectivement, c'est un outil incroyable, les réseaux sociaux. Alors, on va regarder un autre extrait. Cette fois, Samia Rosman, c'est issu de votre spectacle Femmes de couleur. Pour ceux qui n'avaient pas compris, vous aimiez les couleurs. Et donc, ça se passe de commentaires. On regarde, on en parle juste après. Alors je vois le regard intrigué de certaines personnes qui se demandent pourquoi je suis habillée comme ça. C'est pas carnaval, en fait, c'est juste parce que j'ai toujours rêvé d'être noire. Quoi, ça existe? Au grand désespoir de ma mère qui pétait les plombs chaque fois qu'elle me voyait habillée comme ça. Mais pourquoi tu t'habilles comme les kahlouches? Mais t'es pas une kahloucha, non? Et t'es crois c'est un foulard, ça? N'importe quoi, n'importe quoi. Mais en fait, pourquoi j'ai toujours rêvé d'être noire? C'est parce que je trouve que les femmes noires, elles ont trop de classe. Franchement, ces femmes-là, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, même quand elles ont tort, elles ont raison quand même. Attends, la dernière fois, il y a une maman africaine, elle monte dans le bus, elle met pas de ticket, elle avance comme ça. Et là, le chauffeur la regarde et lui dit « Madame, titre de transport ». Elle fait « Est-ce que c'est la guerre ?» Mais tu peux demander poliment, non? Samia Rosman, est-ce que vous pouvez juste nous improviser un chip comme ça en direct? Toi, tu veux, j'ai des problèmes avec l'État, quoi. On a dit que c'est interdit, toi, tu insistes. Ça fait polémique. Il y a quoi? Hein, déjà, j'ai un foulard, toi, tu continues, je fais le type, il y a quoi après? Alors, quand on est humoriste quand même et qu'on se lance du côté des accents, certains humoristes français l'ont appris à leurs dépens. C'est assez casse-gueule. Vous ne vous êtes pas posé la question? Vous vous sentez légitime pour le faire ou vous dites que ça fait partie de mon registre? Ouais. Entre se moquer et reproduire. Voilà. Quelque chose que je ne sais pas faire, je ne le ferai pas. Mais à partir du moment où on a baigné dans une certaine culture, qu'on a fréquenté certaines personnes et qu'on arrive à s'imprégner de ce qu'ils sont, au contraire, ils trouvent ça très flatteur. Ouais. Même en Afrique, quand vous produisez à Abidjan, par exemple. Quand j'ai joué au Cameroun, au moment où j'ai fait l'accent camerounais, le public a applaudi. Ça, c'est la plus belle des récompenses. Parce que c'est plus qu'un accent, c'est aussi en fait un fait social. Là, vous le faites par exemple dans le bus, en fait, c'est cette liberté, cette indépendance. Et en fait, un jour, papa m'a dit « Mais je comprends pas, tu te moques d'eux » et il rigole. J'ai dit « Papa, parce que je me moque pas. Ouais, » J'ai dit « Si demain, il y a un Asiatique qui vient te voir et qui te fait la nuance entre les accents du Maghreb, tu vas pas te demander d'où est-ce qu'il sait tout ça. Et en fait, c'est l'écoute, c'est l'intérêt, c'est la manière de vouloir être proche de ces personnes qui finalement changent les choses. Si je me moque et que je viens en faisant « Mais qu'est-ce qu'il y a, doudou, dis donc ?» Là, c'est pas la même chose. Voilà. Ifriqiya, d'ailleurs, est le nom berbère de la Tunisie, ça veut dire Afrique, c'est un peu le berceau, on va dire, du continent. C'est quoi les nuances entre les accents du Maghreb? Peut-être pas tous les faire, mais... Alors, les Tunisiens, quand ils parlent, ils ont tendance à chanter un petit peu. Quand ils parlent un peu comme ça. Ouais. Ensuite, les Algériens, ils sont un petit peu plus énervés. Ah, la belle! Il y a beaucoup les Tunisiens, ils viennent chez nous. En Algérie, car en Algérie, il y a tout. C'est déjà un peu plus tendu. Et puis, il y a les Marocains. Alors, les Marocains, quand ils parlent, on dirait qu'ils vont te frapper. Allah Fransak, qui veut dire littéralement, prends soin de ta tête. Donc, c'est les nuances dont je parle dans mon spectacle et finalement qui font rire tout un chacun parce qu'ils se reconnaissent. Ouais. Mais votre pays en fait de rêve, ce serait la Mauritanie alors, non? Karim Mousquet, blanc, noir, arabe et pas arabe. J'aimerais beaucoup y aller, j'ai pas encore eu l'occasion, mais je sais que j'ai des fans même en Mauritanie qui m'ont déjà écrit. Nouakchott vous attend. Peut-être toutes les deux, Mayada et Maïssa Gargouri, j'évoquais tout à l'heure la BD papier. Est-ce un peu tôt? Est-ce qu'on y pense? Est-ce que quand on a le succès... Là, je vois, cette semaine encore, c'était 20 000, je crois, sur le site internet, puisque vous n'êtes plus que sur Facebook. Ça doit donner des envies, non? Oui, on vient juste de créer un site internet. Il y a eu 20 000 vues en quelques heures. Non, 20 000 visiteurs. 20 000, pardon. En une soirée. Donc, et par contre, pour la version papier, je pense que c'est encore un tout petit peu tôt. Oui. Ouais. On est en négociation avec quelques éditeurs, mais on va peut-être attendre un petit peu avant de se lancer.
Karim Misquet, j'ai retrouvé, en préparant cette émission et votre venue, je vais vous lire ce que disait un célèbre poète, je vous dirai son nom après. C'était il y a déjà plus de 100 ans. Il disait « J'habite en France depuis mon enfance. La date de ma déclaration d'étranger remonte à 1899. Depuis, sous le pseudonyme de Guillaume Apollinaire, j'ai acquis une certaine réputation dans le monde des lettres, que vous affectionnez particulièrement. Je m'efforcerai toujours de justifier l'honneur que me ferait la grande et noble nation française en m'accueillant comme un de ses enfants. » Et le journaliste, le confrère de la presse française, écrit « Malgré ce patriotisme affiché, l'administration française sera très méfiante à l'égard de ce bâtard polonais d'origine inconnue. » Le mot « bâtard » revient aussi dans votre œuvre souvent. Vous n'êtes pas de la même génération, Guillaume Apollinaire, mais ce mot « bâtard » revient comme ça, comme un leitmotiv, il n'a pas disparu. Non, en effet, c'est-à-dire le bâtard, c'est celui qui, comment dirais-je, qui est un peu inacceptable parce qu'il est le produit d'une union qui n'aurait pas dû... qui exister, qui n'aurait pas dû avoir lieu. Bon voilà, après, je pense que, disons que moi je suis d'une génération, je suis né en 64, il n'y avait pas beaucoup de ce qu'on appelle des couples mixtes en France encore, donc les gens étaient un peu surpris et savaient pas trop quoi faire face à des gens comme moi, puisque effectivement il n'y en avait pas jusque-là, ou quasiment pas. Enfin, il y en avait eu un petit peu dans les générations précédentes, mais c'était vraiment très peu. Effectivement, je commence Enfin bon, je ne vais pas raconter, faut lire le livre, mais c'est vrai que ce mot-là a été prononcé à un moment effectivement de mon histoire, parce que tout simplement, je pense que c'était quelque chose qui était très difficile à cette époque-là, en tout cas pour une famille française blanche, d'accepter ce qui était considéré comme une mésalliance. Mais en même temps, c'était impossible de l'empêcher aussi, parce qu'on était dans une époque quand même de liberté, de modernité. Moi, la famille de ma mère était quand même très, très moderniste, et donc ils n'auraient jamais pu s'opposer au fait qu'elle se marie avec un arabe un peu foncé, disons, tout en ne pouvant pas l'accepter non plus. Donc finalement, moi, j'incarnais cette contradiction d'une certaine manière. Je vais poser la question après à Mayada et Maïssa, mais est-ce que ce ne serait pas aussi facile, je ne dis pas que c'est votre propos, mais de renvoyer la balle à la société? Est-ce que chez les nouvelles générations, il n'y a pas aussi une sorte de dilemme entre la peur de perdre ses racines, ses origines, son patrimoine historique, culturel, voire religieux, quel que soit le degré de pratique de chacun, si l'on peut permettre de parler de degré, et la volonté de basculer de pied dans la modernité? Quand on regarde Desperate Blédard, on voit au fond que les jeunes qui soient issus d'immigration, de quartiers populaires ou bourgeois ou autres, ils utilisent les mêmes mots, swag, ils vivent de la même manière. Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus cette sorte de dichotomie comme ça entre les... Je pense que la modernité, de toute façon, tout le monde est dedans. Je veux dire, on vit tous dans la même époque, dans le même monde, on est tous connectés avec tout un tas de machines qui nous bouffent un peu la vie aussi. Tout le monde a exactement les mêmes problèmes. C'est vrai que quand je lis Desperate Blédard, je vois bien que c'est juste le récit d'une génération avec quelques particularités, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il peut y avoir un côté un peu, comment dirais-je, dans le rapport aux parents, qui pour le reste de la société française pourrait paraître un peu années 50, années 60, un peu rétro, parce que le reste de la société aujourd'hui n'est plus là à surveiller les sorties ou à essayer de marier, ils ont lâché l'affaire, quoi. Donc voilà, en gros c'est ça les différences. Mais sinon, en même temps, et c'est peut-être là qu'il y a effectivement un décalage, mais sinon sur le fond, tout le monde est exactement dans le même bain et vit dans la même société. Votre mère, que dit-elle d'ailleurs de la bande dessinée? Ça l'a peut-être fait sourire au départ, elle a apprécié? Non, elle a adoré. En fait, on a eu peur. On a vraiment peur pendant au début, on ne voulait pas lui dire, en fait, par peur de sa réaction. Par rapport à l'image en fait, qu'elle a dans la bande dessinée. Voilà. Et au final, en fait, quand on a vu nos oncles de Tunisie adhérer à la page, en fait, on s'est senti un petit peu obligé de là, lui il va montrer, falloir le dire. Là, il est temps. Il est temps d'avouer, en fait, et de lui montrer les dessins. Et en fait, au final, elle a adoré. Et l'autodérision. Elle est ici ou là-bas? Elle est ici. Elle est née, pardon. Samia Rosman, vous voulez prendre ma place peut-être? Ouais, nos parents sont nés en Tunisie. Je plaisantais, Samia, bien entendu. On m'a dit c'est interactif, j'interagis. Juste en une minute, peut-être, à toutes les deux, peut-être juste une minute, Maïssa, Mayada. Quels sont tout de même, il y a effectivement, comme disait Karim Misquet, le rapport peut-être à la maman, qui est peut-être celui qu'ont connu les Italiens il y a quelques décennies, ou les Polonais ou autres en France. Mais sur les clichés quand même qui vous agacent, quels sont-ils? Je sais qu'on parle parfois en France de beurette, les journalistes l'utilisent. Est-ce que c'est un terme qui vous agace? Quels sont les clichés qui vous... C'est un terme en fait qui a pris un aspect assez négatif en fait ces dernières années. Du coup, on essaie de lutter contre ce terme et de véhiculer notre image. Donc par rapport à celle qui est véhiculée. Il y a aussi tout le vocabulaire d'une génération. Swag, ça veut dire quoi? Swag, c'est cool, c'est ça? On commence à vieillir. C'est plutôt Mayada. Plutôt swag. Swag, c'est plutôt Mayada qui l'utilise.
Bien, ben merci à vous. Alors, c'était très swag d'avoir participé à cette émission. Samia Rosman, donc le point virgule, mardi. Ouais. Karine Nisquet, on ne vous demande pas la suite, on va vous laisser souffler. En appartenir, c'est déjà quand même très lourd et très dur, même si, encore une fois, c'est dur, mais il y a aussi beaucoup d'humour quand même. On vous vraiment recommande d'appartenir. Et puis, on vous souhaite la BD papier, mais pas tout de suite. On va prendre son temps. Mayada et Maïssa Gargouri. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de MOE. Merci à vous d'être fidèles. On se retrouve dimanche prochain pour le tout dernier numéro de la saison avant la trêve estivale. N'hésitez pas donc à aller à ce festival dont on a un peu parlé, Samia, mais on aura l'occasion d'en reparler, le Festival du Rire. J'ai même pas eu le temps de me placer, donc il n'y a pas de souci. Du 19 au 20 août, on vous attend à Djerba. 19 et 20 août, voilà, on y sera tous à Djerba en Tunisie. Merci à vous, à bientôt.